Bonjour à tous, bienvenue dans notre émission Tout savoir sur l'entrepreneur. Tout savoir sur l'entrepreneur est une émission dans laquelle nous invitons des entrepreneurs qui viendront parler de leur parcours. Pour suivre cette émission, c'est tous les samedis à partir de 11 h sur notre page Facebook Entrepreneuriat par excellence en Afrique. Notre invité du jour est Monsieur Amadou Sidibé, fondateur de la ferme Sidibé Agrotechnique. C'est un ancien architecte qui évolue également dans le domaine de l'entrepreneuriat, plus précisément dans l'agriculture. Alors, mesdames et messieurs, tout à l'heure, nous allons tout savoir sur l'entrepreneur. Bonjour, Monsieur Amadou Sidibé. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté notre invitation. Tout un plaisir. Quels sont vos mots de bienvenue à l'endroit de nos très chers téléspectateurs? Écoutez, madame, je m'appelle Amadou Sidibé. J'ai une formation d'architecte. J'ai toujours tout de suite souri quand vous avez dit ancien architecte. Il n'y a pas d'ancien architecte, on est architecte à vie. Et je continue à être architecte, je réfléchis architecte. Même dans ma nouvelle vocation de fermier, je pense architecture, je fais tout par harmonie. Et voilà, je m'appelle Amadou Sidibé. Je suis le fondateur de Sidibé Agrotechnique, qui a été créé en 2011, qui est spécialisé dans l'innovation dans l'agriculture. Voilà, nous faisons de la culture sous serre. Les produits que vous voyez sur la table sont issus de ma ferme. Merci, madame. D'accord, merci, monsieur. Alors, parlez-nous un peu de votre parcours architectural, de la formation à la profession. Écoutez, j'ai suivi une formation d'architecte en ex-Union soviétique, précisément à Moscou, à l'Institut d'architecture de Moscou, de 1980 à 1986. Et donc, j'ai terminé l'institut avec un diplôme d'architecte. Je suis arrivé au Mali. Je me suis installé en tant qu'architecte. J'ai ouvert un cabinet d'architecture. On était 2 associés au début. Et puis, ça a évolué par la suite. Pendant une trentaine d'années, j'ai exercé le métier d'architecte. À mon actif, comme vous le savez, le monument de l'indépendance, le monument Al-Quds, beaucoup d'autres bâtiments à Bamako et à travers le Mali, le siège Orange. Et voilà, donc j'ai travaillé en tant qu'architecte. Et ça évolue un peu, et je me suis intéressé à l'agriculture. L'agriculture, bien sûr, avec la technologie, avec l'intelligence artificielle, tout ce qui peut apporter un plus à cette profession aussi vieille que le monde, pour qu'elle soit rentable, qu'elle soit saine, et que voilà, c'est comme ça que j'ai commencé petit à petit. D'accord. Étant un participant de la construction du monument de l'indépendance, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cela? Écoutez, c'était dans les années 1980, précisément en 94-95, le président Alpha Oumar Konaré, qui était à l'époque au pouvoir, et avait imaginé, et à juste titre, que chaque pays doit avoir des symboles assez forts qui passent par l'érection d'ouvrages, des monuments, pour rappeler à jamais que le Mali était un pays colonisé et qu'un beau jour de 22 septembre 1960, on a obtenu notre indépendance et qu'il faut magnifier cet événement. Et il y avait de 1960 à 1995, le 22 septembre, on a fait l'inauguration du monument. Il n'y avait aucun ouvrage qui rappelait aux jeunes Maliens qui n'ont pas vécu cet événement fabuleux qu'il y a eu un événement. Aujourd'hui, en passant devant ce monument, on est obligé de se rappeler que le Mali est indépendant, qu'on a pris notre destinée en main et que bon, on doit évoluer vers notre souveraineté totale qui passe par la souveraineté alimentaire. Et vous voyez, quand un architecte vivant voit son œuvre être aujourd'hui adulée, c'est la place Pintras de Bamako aujourd'hui, tous les événements passent par là-bas. On se dit que bon, on a quand même accompli un petit pas dans sa vie. C'est un sentiment de fierté. D'accord. De l'architecture à l'agriculture, pourquoi cette transition? Je ne sais pas pourquoi tous les deux commencent par A, mais vous savez, quand on est architecte, on est maître d'œuvre et puis on est comme un chef d'orchestre. Le chef d'orchestre, il voit tout. Il doit avoir tous les corps d'état du bâtiment, il doit gérer toutes sortes de compétences pour arriver de l'idée à un ouvrage.
Et ceci s'applique réellement à l'agriculture, parce que l'agriculture est désormais devenue une profession pour des gens intelligents. L'intelligence, c'est pas d'aller à l'école ou pas, c'est d'être réactif, de prévoir l'avenir, de voir comment parvenir à nourrir les humains sur cette terre-là. Et donc, mais si je me rappelle assez loin, je crois que mon grand-père était le jardinier de l'administration coloniale en Haute-Volta. À l'époque, le Burkina Faso, s'appelait la Haute-Volta, il était le jardinier principal de la ville de Ouaïbouya, où mon père aussi est né. Lui aussi, il est arrivé à Terrasson de Fougères dans les années 1943. Il est resté au Mali parce que la Haute-Volta appartenait, disons, au Soudan français. La Haute-Volta, c'était une partie du Soudan français. Et donc, il a gravi les échelons de la magistrature. Et nous, on est nés, notre père avait une ferme. Voilà, donc chaque week-end, on y allait. On passait la journée, on y travaillait. Et devenu architecte, je m'étais dit que jamais je n'aurais fait de l'agriculture. Tellement on a peiné, mais on voulait aller se promener, mais le père me disait allons-y au champ, on était obligé d'y aller. Mais peut-être c'est dans mon ADN. Un beau jour de 2001, j'ai acheté une ferme à Samaya où je faisais du citron. Après, j'ai commencé à faire la première plantation commerciale de raisins de table. Et en 2011, comme je vous l'ai dit, lors de mes voyages, disons, en Israël, j'ai vu qu'ils avaient des structures qu'on appelait serres, que bon, leur climat est un peu identique au nôtre. Et je me suis dit, mais pourquoi pas? Et j'ai installé en 2012 la première serre de 320 mètres carrés, d'où est partie l'aventure des serres au Mali, un peu en Afrique de l'Ouest. Et actuellement, on travaille même en Afrique centrale, au Congo, on a des installations, au Tchad, on aide les investisseurs à installer des serres et puis à diriger la production. D'accord. Voilà, il faut avoir de la jugeote. Et l'agriculture, c'est une science de l'observation. Voilà, on peut ne pas aller à l'école, savoir que telle semence réussit, à quel moment le faire et comment le faire. Voilà, si on est instruit, ça vous donne un peu plus de chance d'aller sur les réseaux sociaux, d'aller sur les forums, de montrer les problèmes qu'on a, évoluer. Mais être architecture et agriculture, ça se mélange, je mélange les pédales. Être fermier, ça demande une certaine organisation mentale, une certaine prévision des calendriers, des opportunités du marché. Je dis toujours qu'on est esclave du marché. Donc, on doit scruter le marché, voir les changements. Et il y a beaucoup de changements. Il y a les changements climatiques, il y a les changements d'habitudes culinaires, il y a les changements. La classe moyenne évolue. Est-ce que la classe moyenne aujourd'hui veut des poivrons rouges, veut des poivrons verts? Il faut étudier tout ça pour, en tant que, comme on aime m'appeler aujourd'hui, archiculteur, en tant qu'archiculteur, fédérer toutes ces données pour arriver à un résultat tangible. D'accord. Nous avons l'habitude d'entendre qu'il n'y a pas de réussite sans échec. Alors, depuis que vous avez commencé à entreprendre, quel a été votre plus grand échec? On va passer toute la journée à en parler. J'ai fait beaucoup d'échecs. D'accord. J'ai fait beaucoup d'échecs et la somme de ces échecs aujourd'hui me permet d'être là, à parler devant vous, à parler d'un métier que je n'ai pas appris à l'école et qui fait aujourd'hui, on parle beaucoup plus de Amadou Sidibé, archipreneur qu'architecte. Ça, c'est la force des choses, malgré tout ce que j'ai posé comme acte en matière d'architecture. Cela veut dire que et voilà, c'est un métier très noble et il est ouvert à tout le monde. Aujourd'hui, vous rencontrerez des médecins, des ingénieurs, je rencontre toutes sortes de personnes qui veulent faire de l'agriculture et de l'agriculture rentable, l'agriculture saine, comme je l'ai dit au début. D'accord. Quelles ont été les plus grandes étapes de votre carrière entrepreneuriale? Mais la décision d'installer une serre a été une très belle décision pour moi. Et puisque vous avez parlé d'échecs dans la précédente question, j'ai dit, on va y revenir parce que ça c'est la chose principale, quoi. Parce que le fait de venir dans un métier qu'on ne connaissait pas, d'être pionnier, personne ne l'avait avant moi, donc il n'y a personne pour vous conseiller. Et vous voyez quelque chose ailleurs, vous dites, bon, ça va marcher chez moi, je vais l'installer. Et vous vous rendez compte au finish que non, ce n'est pas ça. Et donc, j'ai amassé des erreurs tous les jours,
Le financement de mes activités a été une erreur monumentale d'aller dans les banques, essayer de prendre de l'argent à des taux qui en matière d'agriculture, c'est prohibitif. Deuxièmement, et disons même le cycle de remboursement posait problème. Aujourd'hui, ça m'a permis de comprendre qu'un jeune qui veut faire de l'agriculture, je vais lui dire, allez-y step by step, par vos moyens, mettez-vous ensemble et montez. Il y a aujourd'hui des domaines qu'on peut pratiquer en agriculture pour avoir de l'argent rapidement, afin d'investir cet argent dans d'autres choses. Donc voilà, comme je dis, je vis d'échecs et ces échecs, maintenant, je les revends. Je revends comme modèle à ne pas faire. Donc si on ne fait pas d'échecs, obligatoirement, on va vers le succès. Et vous avez parlé de serre agricole. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu ce que ça veut dire? Ben, écoutez, c'est ces belles tomates qu'on a devant nous. Vous voyez cette belle tomate-là, elle pèse plus de 600 grammes. Et pour la faire en conditions extérieures, impossible. Voilà, le problème est tellement simple que tout ce que vous voyez comme légumes n'est pas endémique de notre région. Ça veut dire que si vous prenez l'Afrique, la tomate ne vient pas d'Afrique, le poivron ne vient pas d'Afrique, la papaye ne vient pas d'Afrique. Et donc, bon Dieu a fait en sorte que chaque plante a un biotope, c'est-à-dire qu'il a des conditions climatiques, des conditions de soleil, des conditions de sol pour avoir la performance absolue. Et donc, l'homme s'est dit, par exemple, quand vous prenez les pays tempérés, les pays où il y a l'hiver, on ne peut pas faire la tomate en plein hiver parce que la température est tellement basse que la tomate ne va pas survivre. Qu'est-ce qu'on fait? On s'est dit, il faut reconstituer le climat optimal pour la croissance de la plante. Voilà, si on prend la tomate comme tout de suite, la tomate, son climat de prédilection, c'est entre 25 et 29 degrés. Au Mali, on a 25-29 degrés en température moyenne seulement au mois de décembre, janvier. Au-delà de ces moments, la température monte, après c'est la pluie, la tomate ne peut pas survivre. C'est pour ça que en février-mars, vous avez beaucoup de tomates sur le marché. On s'approche du mois de mai, ça disparaît. En hiver-neige, ça disparaît complètement. Donc la serre, c'est pour reproduire les conditions optimales pour chaque type de plante. Par exemple, si, comme on a dit tout de suite, la tomate, on s'assure que la tomate va être plantée dans un enclos. C'est comme un enfant, on se met sous moustiquaire pour que les moustiques ne puissent pas faire intrusion. Même chose pour la serre, c'est une structure métallique, généralement en fer galvanisé, et qui a, si on est par exemple au Mali, il fait chaud, on met une espèce de moustiquaire autour pour que les insectes nuisibles ne puissent pas s'introduire et faire des dégâts sur la plante. Une fois ce problème réglé, on va dire quel est le deuxième problème, c'est le soleil. Donc par en haut, on met un plastique qui va avoir la vocation d'arrêter la pluie parce que les légumes n'aiment pas la pluie, contrairement à ce que les gens croient. Et on pousse l'imagination jusqu'à dire, bon, attention, même si on met moustiquaire, on met un plastique, la température, on est toujours à 45 degrés. Qu'est-ce qu'il faut? Et donc, aujourd'hui, interviennent des outils d'intelligence artificielle qui permettent de reproduire la température. Comment on peut reproduire la température? On peut ventiler, on peut mettre de l'eau sous pression et couplé à la ventilation, on abaisse la température. Aujourd'hui, on a poussé jusqu'au niveau du pad cooling. Le pad cooling, c'est un humidificateur géant où l'eau circule et il y a une aspiration et l'air sec passe à travers ce mur humide et on crée des températures de 29 degrés, 24 degrés. Donc, en résumé, la serre, c'est une reproduction de l'atmosphère, du climat et des conditions des pays d'origine de la tomate ou du poivron. Et c'est ça à peu près la serre. Et c'est là où on ajoute l'irrigation, parce que déjà, l'homme a pu comprendre les besoins de la plante disons, en eau, en fertilisation, en azote, en potasse, en calcium. Et aujourd'hui, on a des automates qui gèrent tout ça, qu'on soit là ou pas. À l'heure X, l'automate se met en marche. Donc, la quantité d'eau nécessaire à la plante, la quantité d'engrais nécessaire, le climat est géré automatiquement. Et on arrive à ce résultat-là avec les serres. Donc, il faut une formation pour tout ça, parce que c'est un peu difficile de savoir. J'avais dit que l'agriculture est une science de l'observation. Et moi, ce que j'ai compris en matière d'agriculture, la pratique doit prendre au moins 80%
20% c'est la formation théorique. Et on n'est pas obligé d'aller dans une école d'agronomie. Et si on y va, c'est bien. Si on n'est pas parti, et on peut aujourd'hui aisément, par la pratique, par les stages, par les réseaux sociaux, par les moteurs de recherche, voir qu'est-ce qu'il faut, l'appliquer et réagir pour ajuster et avancer. Et donc, la formation pratique a vraiment une importance capitale. C'est pour ça, moi, je me suis fait comme philosophie de former le maximum de jeunes de tous les pays du monde. J'ai tous les pays d'Afrique de l'Ouest, des Burkinabés, des Ivoiriens, des Béninois qui viennent en stage. Et je m'assure que ce stage-là est complètement gratuit. Je donne la formation parce qu'il faut pousser les jeunes vers ce métier-là, qui est un métier aujourd'hui indispensable avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans notre sous-région, le Mali. Heureusement, il a quitté la CEDEAO. Et maintenant, il faut qu'on se pose la question comment on va se nourrir. Voilà, il faut notre souveraineté alimentaire et c'est très important pour nous. D'accord. Quelle est votre vision de l'entrepreneuriat et de l'innovation? L'entrepreneuriat, il faudrait qu'on comprenne que bon Dieu a fait les hommes et les femmes. Il y a certains qui savent diriger, il y a certains qui sont prédisposés à être dirigés. Et donc, pour faire de l'entrepreneuriat, il faut avoir une passion. Il faut savoir qu'est-ce qu'on veut faire, dans quel domaine on croit qu'on est à l'aise. Il ne faut pas improviser. Et une fois cela fixé, maintenant, comme vous l'avez dit, il faut une formation, il faut être prêt. Et si vous n'êtes pas formé, il faut vous approcher de quelqu'un qui a en griffe réussi dans ce que vous voulez faire. Et aujourd'hui, et autre part, va venir le côté financement. C'est ça le nerf de la guerre. Et le financement est un domaine très, très sensible. Et il faut marcher comme sur des œufs. Il ne faut jamais aller prendre l'argent facile. Il faut toujours se dire, on a pris un franc. Comme à partir de ce franc-là, on peut rembourser et avoir son bénéfice. Il ne faut jamais confondre capital et bénéfice. C'est deux choses complètement différentes. Et une fois cela géré, il faut étudier le marché. On est esclave du marché, j'aime à le dire. Et une fois le marché maîtrisé, moi je crois qu'en commençant, comme je l'ai dit, petit à petit, puis encadré par un bon coach, on peut vraiment trouver son bonheur de chemin dans l'entrepreneuriat. Et monsieur Sidibé a commencé à partir de combien? Mais écoutez, c'est une question à 2 ou 3 clés. Ouais. Je suis architecte. Ma profession d'architecte m'a permis d'avoir des honoraires que je peux dire assez conséquents. Et je me suis fait plaisir. Au début, ce n'était pas pour gagner de l'argent, c'était pour montrer c'est possible de faire du raisin au Mali. Personne ne l'a fait avant moi, mais il faut le faire. Et j'ai su qu'il fallait le faire parce que je suis allé dans d'autres pays où ils faisaient du raisin. Je me dis qu'on pouvait le faire au Mali ici. Je l'ai essayé. Les serres, c'est la même chose. J'ai commencé par 320 mètres carrés de serre. À l'époque, ça coûtait 10 millions. Et j'ai fini par une serre de 1 hectare de 10 000 mètres carrés qui coûte par exemple 450 millions. Donc, vous voyez, en 2012, j'ai installé la 320 mètres carrés. 2 ans après, j'ai installé 5 000 mètres carrés. 2016, j'ai installé 10 000 mètres carrés. C'est ça la progression. Je suis allé du petit pour aller au plus grand. Ça a pris du temps, ça a pris de l'argent. J'ai perdu beaucoup d'argent. Donc, moi, je me dis, avec quoi vous avez commencé? Si je dis 10 millions, non, j'avais acheté le terrain avant, j'avais fait la clôture, j'avais fait l'amener d'eau. C'est pas ça la question principale. C'est que les jeunes, quand ils commencent à faire, veulent créer une entreprise, il faut faire un business plan réel, basé sur le vécu, et il faut commencer à chercher l'argent pour ça. Et heureusement, comme j'ai parlé d'étapes, on peut commencer à être pépiniériste. De pépiniériste, on peut passer avec l'argent qu'on a engrangé de ça, passer à l'exploitation de melons. De melons, on peut aller vers les pastèques. Des pastèques, on peut aller vers les concombres, en fonction toujours des besoins du marché. Il faut aller petit, aller vite, pas se précipiter, par méthode, et arriver finalement là où on veut arriver. D'accord. En tant que chef de famille, comment maintenez-vous votre vie professionnelle et votre vie personnelle? Ça c'est quand même très compliqué parce que quand on fait de l'agriculture, il faut être toujours là. Les plantes aiment voir leur propriétaire. Il n'y a personne mieux que le propriétaire
pour donner de l'amour à ces plantes. Et les plantes vivent, les plantes sentent, et il faut être là toujours. C'est assez compliqué de juguler tout ça. Malheureusement, c'est comme ça parce qu'on a d'énormes problèmes de ressources humaines. Ça, il ne faut pas qu'on le cache. Les écoles de formation ne forment pas à souhait. Et donc, on est obligé d'apprendre soi-même, d'amener des gens de l'extérieur. Moi, j'ai des techniciens qui viennent du Maroc, des fois, j'en ai qui viennent du Kenya. Tout ça pour faire une remise à niveau et pour qu'on avance. Et donc, conjuguer la vie familiale à ça, c'est assez délicat. Moi, heureusement, ma famille comprend que je vis par ça et que si on m'enlève ça, je ne peux plus vivre. Et donc, on se fait des compromis et on avance. D'accord. Avez-vous des clients ailleurs ou vous en avez uniquement au Mali? Et ma priorité en matière de vente de produits agricoles, c'est le Mali. C'est le Mali parce que, imaginez, Bamako seulement, on est 3 millions d'habitants. Dans l'ensemble du Mali, il y en a 22. Et mon marché, c'est le Mali en matière de produits issus de la ferme. Mais par contre, la consultation, je vous l'ai dit au début, on consulte jusqu'au Tchad. Jusqu'au Tchad, on consulte, on installe pour des investisseurs des serres, clés en main, formation et les semences, on fait des semences. Les semences, on les vend partout, en Guinée, au Burkina, jusqu'au Congo, RDC Congo, on vend de la semence. Donc, on rayonne sur l'Afrique avec les consommables. Les engrais, la même chose. Donc, il y a un distinguo entre les produits de la ferme et les consommables. Voilà, les consommables, c'est vraiment, on a acquis une compétence aujourd'hui internationale, une visibilité sur le Mali à travers nous, Sidibé Agrotechnique, qui fait que, bon, tous les jours, on reçoit des messages, Monsieur Sidibé, voilà, Monsieur Sidibé tant, et c'est un véritable plaisir. D'accord. Et qu'est-ce qui vous différencie de vos concurrents sur le marché? Non, cette question est un peu, disons, je cherche à faire le meilleur de ce qui existe. Et ce faisant, j'attire les autres à faire comme moi ou plus que moi. Je ne cherche pas à faire une différence, je cherche à aller de l'avant, quitte aux autres de me suivre ou de me dépasser. Voilà, merci. Merci à vous. Quel conseil avez-vous à donner aux jeunes qui aimeraient se lancer dans l'agriculture? Ben, les jeunes, c'est ça, c'est de venir d'abord se former. La formation est vraiment un outil essentiel pour savoir où est-ce qu'on va. Sans formation, c'est pas la peine de commencer. Et une fois formé, il faudrait, c'est vrai, sans financement, sans argent. Et le financement, quand les gens parlent de financement, ils pensent tout de suite à la banque. La banque doit être le dernier recours, je l'ai toujours dit. Peut-être les banquiers n'aiment pas que je dise ça, mais je le dis en raison de ce que je sais moi-même. Il faudrait voir à partir de ces fonds propres. Si on n'en a pas, le système de tontine marche très bien. Mettez-vous ensemble, faites un système rotatif où chaque mois, quelqu'un va avoir quelque chose. À partir de ça, on peut toujours donner des conseils. Bon, j'ai 100 000 francs, non, j'ai 500 000, j'ai 1 million. À partir de ce que vous avez mis ensemble, on peut vous conseiller, commencez par là. Non, ne commencez pas par là. Allez-y de l'autre côté, il y a beaucoup d'options. Donc, j'ai dit la bonne formation. Après la formation, la bonne pratique sur le terrain, la bonne étude de marché, le financement, maîtriser ça, maîtriser la production. Et au finish, je crois qu'on pourrait être un bon entrepreneur agricole, on parle bien d'agriculture, en mettant tous ces, en ne faisant pas comme moi, en ne faisant pas d'erreurs. Et aujourd'hui, on peut faire économie des erreurs. D'accord. Pour clôturer cette émission, quels sont vos mots de la fin? Les mots de la fin, c'est un appel à la jeunesse, cette jeunesse dynamique, cette jeunesse aujourd'hui qui est confrontée à beaucoup de problèmes. Mais le jeune doit commencer à dire, qu'est-ce que moi en tant que jeune, ayant reçu cette éducation que j'ai aujourd'hui, ayant reçu l'amour de ses parents, de son entourage, qu'est-ce que moi, jeune, j'ai à proposer à ma société? On doit sortir de l'optique où le jeune dit toujours on doit me donner, on doit me donner. Le jeune doit se positionner en tant que responsable élément de la société, venu sur Terre pour faire son empreinte positive avant de repartir.
Et donc, je lance un appel vibrant aux jeunes pour qu'ils s'intéressent à l'agriculture, qui est une profession noble, qui peut permettre de gagner de l'argent. Voilà. L'agriculture est un domaine pourvoyeur d'emplois, pourvoyeur de richesses. Aujourd'hui, 80% de la population du Mali vit par l'agriculture directement ou indirectement. Et aujourd'hui, imaginez-vous qu'à peine 2% des terres arabes sont exploitées au Mali. Et encore 98%. On a du soleil toute l'année, on a de l'eau, on a de la technologie. Et aujourd'hui, à travers nous, on peut obtenir le meilleur du meilleur. Avant, pour avoir la bonne sémence, c'était toutes sortes de choses. Aujourd'hui, les grands sémenciers du monde se battent pour qu'on fasse des essais pour eux, afin d'introduire leurs produits, parce qu'ils savent aujourd'hui que l'avenir de l'humanité, c'est l'Afrique. En 2050, un terrien sur 4 va être un Africain. L'Afrique serait peuplée de 2,5 milliards d'habitants qu'il faut nourrir. Et on ne peut nourrir ça que par l'agriculture, pas autre chose. C'est le mot, un appel du fond du cœur, un appel vibrant à cette jeunesse de venir. Et j'ai dit, tant qu'on va être là, on va les accompagner. On va leur dire ce qu'on sait, sans retenue. Et je le dis bien, c'est sans retenue, parce que je demeure convaincu que chacun doit jouer sa partition sur terre. Merci, madame. Alors, le savoir passe par le plaisir d'apprendre. Et ce fut un énorme plaisir de recevoir M. Amadou Sidibé sur notre plateau. Encore une fois de plus, merci M. Sidibé d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame, et à la prochaine fois. Merci. Merci. Ceci met fin à cette émission, mesdames et messieurs. Merci de l'avoir suivi et à la prochaine.